Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous politique de la journée. J'ai le plaisir de recevoir Michel Peuzet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une figure politique importante de notre territoire. Je vous souhaite la bienvenue dans les studios de Radio JM. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. On va brièvement vous présenter, même si beaucoup de Marseillais vous connaissent. Vous avez été président de région de 1981 à 1986. Vous avez été adjoint au maire de 1983 à 1989 et ancien député de 1988 à 1993. Vous êtes également avocat, bien sûr. Michel Peuzet, vous l'avez vécu comme nous, cette dissolution surprise qui a mené à la situation chaotique dans laquelle nous nous trouvons, cet entre-deux tours, choisir dans la plupart des circonscriptions ici dans les Bouches-du-Rhône entre le nouveau Front populaire et le Rassemblement national. Comment en est-on arrivé à cette France coupée en deux, Michel Peuzet ? C'est un peu le phénomène de la personnalisation absolue du président, de Macron. Moi, je pense que sa réaction, elle a été physique d'abord, parce qu'effectivement, après la claque énorme, qu'est-ce que je fais ? Peut-être qu'elle a imaginé ce qu'avait fait le général de Gaulle lorsque, dans les manifestations de 68, le premier tour est redoutable pour lui. Mais entre les deux tours, les Champs-Élysées sont envahis par une manifestation pour lui, et il a gagné. Mais le problème, c'est que Macron, c'est pas de Gaulle. Et donc, il n'aurait pas dû faire ça ? Et donc, il nous laisse dans une situation invraisemblable, devant les Jeux Olympiques d'ailleurs, devant toute la situation de la France. Et lorsqu'on voit aujourd'hui la presse internationale, on s'inquiète. Donc, selon vous, c'est une erreur qu'a fait le président Macron ? C'est une erreur politique. Ce que l'on appelle le Front républicain a poussé de nombreux candidats modérés ou du centre à abandonner la course au siège pour éviter l'accession au pouvoir de Jordan Bardella et des candidats du Rassemblement national. Est-ce que selon vous, c'était indispensable de faire cela ? Aujourd'hui, ça va pousser des gens à voter par dépit pour des candidats qu'ils n'ont pas choisis ou même à ne pas voter du tout. C'est vrai, mais en même temps, une des grandes difficultés de la Ve République, c'est de vouloir que le président de la République ait une majorité à lui absolue à l'Assemblée nationale. Cela implique qu'il n'y a plus aucune discussion. Plus aucune discussion. Plus aucun débat. Plus aucun débat. Or, qu'on le veuille ou non, prenons aujourd'hui le Front National, bien, dont je rappelle d'ailleurs qu'il se rappelle Rassemblement National, et que ce titre vient de Marcel Déat en 1941, quand il était ministre de M. Pétain. Mais je ferme la parenthèse. Je dis qu'en France, le Front National, il fait 34-35% des voix. Il y a 60% des voix qui ne sont pas d'accord. On est bien d'accord. La gauche fait 30% ou 28%, peu importe. Elle n'est pas majoritaire. Il n'y a aucun parti majoritaire. Et les gens calculent, les députés sont calculés sur le phénomène, effectivement, de ce premier tour. Et comme je suis relativement majoritaire, eh bien j'impose mon programme. Mais non. Par définition même, tu devrais réfléchir sur ceux qui t'ont élu. C'était la grande faute de Chirac. Ceux qui t'ont élu, eh ben, ils t'ont rejoint sur des problèmes essentiels, des questions de société, mais tu dois en tenir compte. Et là, on ne tient compte de personne. C'est pour ça que je suis à fond contre une majorité absolue. Et ce qui m'inquiète dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est qu'on le voit bien. Le Rassemblement national, il veut être majoritaire absolu à l'Assemblée nationale et il veut récupérer Marine Le Pen comme présidente. À ce moment-là, ils ont tout l'appareil d'État. Qu'est-ce qui se passe ? Cela vous inquiète, j'imagine ? Beaucoup. Pourquoi ? Parce que il faut pas toujours croire ce qui s'écrit. Il faut voir ce qui se passe. Je veux dire, nous, dans les Bouches-du-Rhône, on a eu quelques expériences. On a eu l'expérience de Vitrolles, lorsque le Front National a pris la mairie de Vitrolles. Vous y retournez après. Moi, j'y suis retourné à l'époque. Il n'y avait plus rien dans la bibliothèque. Toute la bibliothèque avait été épargnée, classée, jetée. Pour moi, c'est quand même un signe extrêmement important. Mais ce qui m'inquiète, c'est ça. C'est, si vous voulez, ce qui est écrit, ce qui se dit, etc. Je prends un deuxième exemple. Je prends l'exemple de... Lorsque le candidat au Premier ministre vous dit dans mon programme, j'ai parlé de la binationalité. C'est pas vrai. Dans le programme, ça y est pas. Mais il a rajouté. Et pour moi, cette question, elle est totalement cruciale. Elle est d'une méchanceté à l'égard des autres. On ne regarde jamais les autres. On ne veut pas voir les autres. On est nous entre nous et on fait entre nous ce que l'on veut. Bien. Vous savez, c'est ça ce qui m'inquiète. Deuxième point, ce qui m'inquiète, c'est
La civilisation française. Bonté divine. On est tous sensibles à ce qu'on appelle la civilisation et au rôle de la France. Mais la civilisation française, elle a été faite, nous dans le Midi, elle a été faite avec les apports des Phéniciens, des Grecs, des Romains, etc. Et dans le Nord, avec les Vandales, les Ostrogoths, les Visigoths. C'est ça la France. La France, elle est faite de recevoir de partout des idées, des propositions, des intelligences, de discuter, de construire quelque chose. C'est ça ce qui m'intéresse. Donc, limiter la civilisation française, mais quel petit esprit! Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux autres? Quelle méconnaissance d'abord, quelle méconnaissance, mais quel non-respect de ce qu'ils nous ont apporté. La civilisation française, comme toutes les civilisations, elle est remplie de la grande pensée dans le monde, d'intelligence, d'artistes, de chanteurs, de créateurs. C'est ça la civilisation. Et critiquer, encore une fois, à la fois la binationalité et à la fois la civilisation, pour moi, c'est tout à fait révélateur de ce que représente ce parti. Vous savez, je prends juste, permettez-moi juste une lecture. J'ai repris une phrase de Marine Le Pen. En 2018, c'est pas vieux, hein? 2018, qu'est-ce qu'elle dit, Marine Le Pen? Je lis. Porteur d'une histoire épique et glorieuse. Histoire épique et glorieuse, que personne ne doit nous renier. Mais il est un frein psychologique pour nous rejoindre et voter pour nous. C'est-à-dire quoi? Marine Le Pen, elle est entourée de gens particulièrement solides, intelligents. Il y a des historiens qui sont dans une vision de l'histoire un peu tronquée, mais elle a des gens. Qu'est-ce que c'était son problème? Elle s'est rendue compte que son père ne pouvait pas gagner parce qu'il était antisémite. Et c'était clair, c'était net, il a été condamné, on ne peut plus en parler, tout ça est un acquis réel, un acquis politique. Il n'était pas le seul d'ailleurs. Il n'était pas le seul. Donc ça c'est clair. Et donc elle dit, attends, je ne renie pas du tout ça, mais j'ai besoin de gagner. Pour besoin de gagner, il faut que je gagne des voix. La communauté juive, elle est contre moi. Je vais me l'attirer à moi. Et c'est pour moi, vous ne pouvez pas savoir. La communauté juive, je la connais depuis 1967, je la connais depuis la guerre des 6 jours, je la connais. J'ai entendu, je sais qu'elle n'est pas aimée aujourd'hui, paraît-il, mais j'ai entendu Golda Meir, moi je l'ai entendue au congrès de l'Internationale socialiste à Paris. C'est une immense femme, elle est porteuse de 1000 choses. Après, peut-être qu'elle a basculé un peu tôt, mais elle a été une grande force, une grande force. Donc, je dis, comment on peut nier tout ça? Comment on peut nier toute cette force qui nous a été donnée? Et dans cette bataille aujourd'hui, non, j'y reviendrai puisque vous me poserez la question, mais je veux dire, la résistance, elle était à gauche, mais avec aussi des gens de droite, avec beaucoup de gens de droite qui ont rejoint la résistance, qui ont rejoint le général de Gaulle. Bon, la droite, elle est restée avec qui on sait, Aujourd'hui, on en est là, ne pas renier son passé. Tu signes l'acte, tu le signes ton acte. Et donc, comment une communauté va la rejoindre? Comment une communauté... Mais est-ce que tout cela n'a pas été causé justement par des hommes de gauche, d'extrême gauche, qui ont porté des discours, qui ont rendu finalement le Rassemblement national finalement quelque peu fréquentable? C'est pour ça que je dis, il faut pas simplement écouter, il faut regarder. Il faut reprendre votre livre d'histoire, il faut reprendre votre histoire. Évidemment, il ne faut pas être amnésique, évidemment. Ce parti a été fondé sur l'antisémitisme, et ça, on le sait tous, le Rassemblement national. Mais aujourd'hui, est-ce que vous entendez, vous qui êtes un homme de gauche, est-ce que, par exemple, et je vais vous poser une question très franche, est-ce que vous auriez fait alliance, comme l'ont fait tous les partis de gauche, avec la France insoumise, au vu des propos tenus contre la communauté juive? Je dis une chose, ils ont bien joué. La droite a bien joué. Effectivement, M. Mélenchon, moi je l'ai connu au Parti Socialiste, je l'ai même combattu au Parti Socialiste. Vous savez qu'au Parti Socialiste, je passe plutôt pour le social-démocrate, jamais été un gauchiste. Jamais été un gauchiste. Et j'étais contre le programme commun. C'est vous dire si je suis effectivement un suspect. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé? 81, élection de François Mitterrand. Les Russes seront demain matin place de la Concorde. J'ai entendu ça dans ma rue. Je voyais des confrères, des amis.
qui me disait, Michel, tu te rends compte, ça y est, les Russes sont là, le Parti communiste est au pouvoir, je pars demain matin. Ils ne sont pas partis, ils sont restés, et les Russes n'étaient pas à Paris. Dans cette coalition, le LFI, ils ont joué sur une communauté. Ils jouent sur une communauté. Et faire de cette élection une espèce de débat entre deux communautés, c'est un crime. C'est un crime. Parce que c'est cacher la vérité de ce qui se passe. Cacher la vérité de ce qui se passe. Le LFI, ils sont minoritaires. Dans l'Assemblée nationale, ils ne seront jamais majoritaires. On sait bien que le deal, c'est ça, c'est qu'ils aient le plus de sièges à gauche, ils auront le plus de sièges au sein de l'Assemblée nationale. Peu importe. Aucun parti, pas plus les socialistes que les républicains oui, ils ne seront pas majoritaires, ça c'est sûr. Personne ne sera majoritaire. Donc, mais ils majoritaires dans leur groupe, c'est ça que je parle. Oui, mais ils seront condamnés. Ils sont condamnés dans cette assemblée s'il n'y a pas une majorité absolue, ce que j'espère, qu'il n'y a pas une majorité absolue, ils seront condamnés à s'entendre. Alors j'entends quelques-uns qui rouspèrent, ils se sont disputés. La vie, elle est faite de disputes. Elle est faite de disputes dures, etc. Dans mon métier, j'en entends des gens qui se disputent, des couples qui se disputent et puis qui refinissent ensemble quand même, heureusement. Oui, donc, mais là, est-ce que vous comprenez que certains n'acceptent pas cette alliance du tout? Mais qu'on rejette, mais elle est ultra minoritaire. Elle ne peut absolument pas gagner. C'est impensable. Donc c'est mathématiquement impensable. Mais même s'ils ne gagnent pas, le fait de s'allier dans le cadre de cette élection législative anticipée, est-ce que c'est déjà pas là une erreur? Oui, morale? ça l'était, mais bon, il fallait gagner. Et quand il faut gagner, ceux qui me rejoignent, ceux qui rentrent sur un front populaire, on triera après. Mais le Rassemblement national pourrait dire ça aussi. On triera les fachos après. Non, parce que vous vous inscrivez... Je sais pas, je me fais l'avocat du diable. Non, ce que je vous ai lu, c'est quand même vrai. Je ne renierai pas ce qu'était notre psychologie, ce qu'était notre philosophie, et je tends un piège. C'est ça. Moi, je veux pas être Cassandre, je veux pas être ceux qui connaissent ce qui peut se passer et qui ne sont pas crus. Je crois que c'est la pire des choses d'ailleurs, que dans cette mythologie grecque, c'est extraordinaire. Donc on est dans cette situation. Je crois on ne peut pas faire semblant de ne pas voir où est le véritable danger. Parce qu'un danger, celui-là, il est dans une majorité à l'Assemblée et peut-être demain à la présidence de la République, face à une minorité qui de toute façon ne sera pas majoritaire à l'Assemblée et dont il n'y aura pas de président de la République qui sera élu au nom du LFI. Donc Mélenchon Premier ministre, vous n'y croyez pas? Non, d'ailleurs, non, ça j'y crois pas du tout. Personne n'en veut. Et d'ailleurs, lui-même, alors lui, peut-être que c'est un peu de prétention. Il est dans le déni. Lui, il dit, moi, je veux être président de la République ou rien. Très bien, qu'il continue, moi, je ne veux pas d'inconvénient. Mais c'est impensable. Il est impensable d'avoir une majorité d'un seul coup qui va se dégager dans une philosophie de la LFI. Tout le monde est contre. Tout le monde l'a montré dans tout le parcours du Parti socialiste, et encore, il y a eu des fautes aussi, je n'en disconviens pas. Mais on sait bien que le fond, il est là, on ne peut pas accepter ça. Alors la communauté juive est au cœur de cette campagne des législatives avec l'importation du conflit israélo-palestinien, mais aussi l'explosion des actes antisémites depuis le 7 octobre. La plupart des discours politiques abordent tout de suite cette question sur la Palestine, Israël et plus globalement la situation des Juifs en France. On l'a vu dimanche avec Jean-Luc Mélenchon, on revient à lui qui s'est tenu aux côtés de Rima Hassan et son kéfier. Pourquoi, selon vous, Michel Peset, la haine du Juif est devenue le fonds de commerce de certains candidats de cette campagne? Parce qu'il cherche, lui aussi, à mon avis, une communauté qui peut le rejoindre. C'est uniquement pour ça. Je pense il est prêt à sacrifier finalement une partie de ses citoyens. Oui, en même temps, on connaît Mélenchon. Mélenchon, il est très séduit par les présidents autoritaires qui n'ont plus rien de... On est d'accord. Voilà, donc c'est son personnage. Un personnage... Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de ces politiques qui mettent des cibles dans le dos aux citoyens français? Ah mais ça, je suis d'accord qu'il ait une responsabilité, c'est sûr. La seule chance, si vous voulez, c'est qu'il ne sera jamais majoritaire. Jamais. Alors, lorsqu'on parle de la paix, puisqu'on peut aborder cette question, j'en reviens à Golda Meir. Parce que d'abord, j'avais été très séduit, j'étais jeune et c'était un immense personnage. Et j'ai relu, dans un livre de Marek Alter,
il dit qu'il était très lié avec Golda Meir. Et que un jour, il lui dit, faut que je vous voie de toute urgence, Elle lui dit, venez, elle était Premier ministre. Il lui dit, j'ai reçu un coup de téléphone, je peux rencontrer Arafat. Il me dit, et dans son livre, il écrit, elle se glace. Elle ne dit plus un mot, et je comprends qu'il faut que je sorte. Donc je sors. Et il me dit, 6h du matin, il écrit, 6h du matin, un coup de téléphone, allez-y. La paix, on en a tous besoin. Évidemment. Alors, la paix, avec encore une fois un partenaire qui n'est pas un partenaire politique, encore une fois, c'est une religion qui devient très dangereuse là-dessus, à ce titre-là. Donc je comprends l'interrogation d'Israël, je la comprends, du gouvernement. Est-ce que la réponse est trop forte? L'histoire nous le dira. Oui, c'est pas la guerre des 6 jours, ça s'est pas terminé en 6 jours. Comme quoi, à un moment, peut-être que les militaires étaient plus solides, j'en sais rien. Mais c'est ça. Donc la paix, elle est indispensable. Mais point. Avec, encore une fois, des partis politiques au pouvoir qui sont des partis politiques et pas des partis religieux. Mais comment expliquer que cette question est omniprésente dans notre campagne législative? C'est le premier sujet abordé par tous les partis. Le Rassemblement national, Bardella en début de semaine, a commencé son discours sur TF1 par ça. Mélenchon, n'en parlons pas. C'est une question centrale. C'est une question centrale parce que le piège a été tendu. Et le piège, tout le monde y est tombé. Très bonne Marine là-dessus. Elle a mis un piège magnifique, tout le monde y est tombé. La presse, parce qu'il faut quand même reconnaître tous les débats sur les radios, sur les télévisions. Le sujet revient systématiquement. Le sujet revient systématiquement. Encore une fois, moi c'est ce que je dis, j'ai connu quand on disait les Russes seront à Paris demain matin. Et ils n'ont jamais été. Donc c'est pareil, c'est pas un vrai débat. Le vrai débat, après, il est qu'est-ce qu'on fait de la société, qu'est-ce qu'on transforme. Une politique sociale que n'a pas fait Macron. Le danger de la politique de Macron, c'est qu'il n'a jamais fait de social. Est-ce qu'on peut s'entendre sur ces points à l'Assemblée avec des républicains et des macronistes? Moi, ma réponse, elle est oui. Bon, ce que j'ai entendu ce matin, des oukases, non, c'est pas possible, etc. Oui, tout est possible à qui veut le faire. Je suis prêt à m'entendre avec mon ennemi si je dois sauver une situation. Hein, je veux dire, lorsque Rocard règle le problème de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'il avait réglé, bien, il a fait mettre en face les 2 personnes qu'il fallait. Bien, aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on leur écrit en disant répondez à nos questions. Mais les gens ne discutent pas. Donc, c'est tout ça. Moi, je crois encore, si vous voulez, à la force humaine qui consiste à se dire il faut bien qu'on se rencontre, il faut bien qu'on discute, il faut bien qu'on avance. On construit, on ne démolit pas. Aujourd'hui, cette version de la démolition de la société, de la démolition de la France, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, les Juifs de France sont tentés par le Rassemblement national. Beaucoup l'affirment même ouvertement dans les médias et autres. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces Français qui n'ont évidemment pas envie d'aller sous la bannière du nouveau Front populaire en raison de la présence de ces candidats de la France insoumise et qui donc seraient potentiellement séduits par un discours de Jordan Bardella qui est plutôt bienveillant avec les Juifs de France en apparence? Je leur dis, vous êtes, je dirais, une immense civilisation qui a intégré l'histoire, toute l'histoire. Vous avez tout connu. Vous avez connu l'esclavage, vous avez connu les marches, vous avez tout connu. Vous avez même connu le veau d'or. Parce qu'à un moment, vous y êtes tombé. Et il a fallu rattraper. Donc, replongez-vous dans ça. Replongez-vous dans ce qui s'est passé. Replongez-vous dans, encore une fois, ce qu'a représenté lorsque une formation politique a tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Bon, c'est un grand risque. C'est le risque majeur. Dites-vous que la démocratie, elle est faite de nos différences, elle est faite de comment, avec nos différences, et on en aura automatiquement, mais il y a un point commun, c'est la République. On a un point commun, c'est écouter l'autre. On n'a aucun point commun, travailler avec les autres, imaginer des choses ensemble. Aujourd'hui, s'il faut donner un pouvoir, encore une fois, à ceux qui veulent le pouvoir absolu, cela devrait vous inquiéter. Je veux dire, ne soyez pas encore fermés câblement sur l'immédiat.
Les deux réponses que je donne, c'est les deux questions qu'on a évoquées tout à l'heure. C'est la question, encore une fois, de la binationalité. Qu'est-ce qu'il est allé sortir? Pourquoi? Alors, si vous prenez leurs textes, là aussi les textes sont bons. Lui il nous disait que sur les emplois stratégiques. Bon, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Proposition de la loi constitutionnelle en janvier 24 par le Rassemblement national. Janvier 24. Bien. Affirme que les binationaux n'auront pas accès à des emplois publics. À des emplois publics. Alors bien sûr, vous nous dites aujourd'hui, ah oui, mais c'est les militaires, c'est les grands... Mais les emplois publics, c'est également l'enseignement, et on a connu quand les enseignants ont été jetés. On a connu quand ils ont été rejetés de partout. À des emplois publics. Bien sûr, des fonctionnaires. Regardez ce qui est écrit. Janvier Mais est-ce que les 24. gens lisent les programmes? Non, ils lisent pas. C'est ça le problème. Et alors, dans les programmes, après, il n'y a pas tout. Bon, évidemment, là voilà, c'est juste voilà, mais vous voyez, c'est des quand... sujets de surface, voilà, mais c'est déjà extrêmement grave, effectivement. Un projet de loi constitutionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Demain matin, ils ont tous les pouvoirs. Qu'est-ce qui se passe? Refus des emplois publics. Premier point. Deuxième point, encore une fois, je ne veux pas qu'on dise que je suis contre la civilisation française, mais pour moi, la civilisation, elle est globale. Elle est globale. Elle est faite de cette mixité. Elle est faite de mixité, elle est faite de Kafka, elle est faite de tout ce que vous voulez, de tout ce qui ont écrit, de tout ce qui font la force, de Wiesel, de tous. Enfin, je veux dire, on citerait des gens de tous les pays qui ont fait qu'on est la France et l'Europe. Moi, je suis profondément européen. Et ce qui me fait très peur, encore une fois, avec le Front National, c'est la critique de la France. Je pense que demain matin, je crois que c'est demain que les travaillistes vont voter en Angleterre. Ils vont enfin répondre sur cette question, je le pense. Bon. Ne tombons pas dans ce panneau. On va revenir dans les circonscriptions des Bouches-du-Rhône. On sait par exemple que dans la 14e circonscription, Anne-Laurence Pétel, issue du parti présidentiel, a voulu se maintenir alors qu'elle est arrivée en 3e position. Que pensez-vous de cette position? Est-ce que c'est responsable aujourd'hui finalement de ne pas respecter ce front républicain pour battre le Rassemblement national? Bon, je pense que Mme Pétel a enfin signé l'avis de sa carrière politique. Bon, elle veut être maire d'Aix, elle veut tout, etc. Et elle est complice, elle devient complice. Donc, très bien. Donc vous pensez que c'est une erreur? Je pense que c'est une erreur, que Jean Davidot peuvent gagner, Pénat peut gagner. Je pense que dans les circonscriptions de Marseille, en plus c'était mon ancien collaborateur, Laurent Lardit, je pense qu'il... Deuxième circonscription, et comme je dis, je lui ai écrit, Laurent, moi quand j'étais parlementaire, vous savez, quand j'étais parlementaire, j'ai fait passer, un jour je suis rapporteur, on me dit vous êtes rapporteur du code pénal et du code de procédure pénale. 93, code pénal de 94. Et je dis, je veux que le crime contre l'humanité et le crime contre le génocide soit le titre premier, le chapitre premier, la section première du nouveau code pénal. Je le veux. Je me suis heurté à des difficultés. Mais c'était un peu la période un peu bénie où on n'avait pas une majorité absolue. Et donc, j'ai demandé à Jacques Toubon. J'ai dit, viens m'aider parce que j'ai peur j'ai peur que ça passe pas. Et j'ai eu Madame Bachelot, un personnage magnifique, qui vient et qui a dit, vous avez raison, etc. C'est bien. Et voilà comment j'ai fait rentrer dans le code pénal le génocide et le truc. Et Laurent m'a travaillé parce qu'il était avec moi à ce moment-là. Bon. Donc c'est vrai que je le soutiens. Juste aussi, je veux dire, il faut aussi qu'elle arrive à passer. Enfin, quand c'est sur Marseille, on n'a plus que des députés Front National et puis il y a de grands risques que quasiment deux LFI. Toutes les circonscriptions, la majorité des circonscriptions passent au bien Rassemblement national. Et plus rien chez c'est pas des modérés. Est-ce qu'on est modéré parce qu'on imagine que il faut continuer une France qui est autre, qui est la France, avec ses discussions, avec ses râleurs, avec tout ça. Bon, très bien. Ces débats. Là, on a peur finalement qu'il n'y ait plus de débat. Voilà. Et pour moi, enfin, si l'Assemblée nationale n'avait plus une majorité absolue, moi je l'ai connu, parlementaire, j'ai été connu quand, première législative où j'étais, on était majoritaire. Alors là, les députés, on se tait parce que le président a dit, et on applique le président. Bon. Et puis je l'ai connu avec Michel quand elle était relative. Et donc là, on a discuté, je vous garantis, c'est ce que je vous évoquais sur cette inscription dans le code pénal. Parce qu'enfin, on discute.
Et il sort toujours quelque chose d'une discussion. Il n'est rien de pire que de bâtir des murs autour de soi et on discute avec personne. Il faut toujours discuter et ne pas oublier qu'au premier tour, quand on vous a choisi, vous étiez 30%, 35%, je m'en fiche, 35%, vous n'étiez pas majoritaire. Il n'y a aucun parti qui en France a fait 51%. Donc vous devez tenir compte de ceux qui après, au deuxième tour, vous ont voté pour vous. Et même de l'écoute de ceux qui ont fait des gros scores, parce que ça signifie aussi qu'il y a une partie de la population qui se pose des questions fortes. Je comprends encore une fois le mal-être des gens, je comprends tout ça. Le Front National, il a récupéré ça. Il a récupéré les quartiers difficiles, il a récupéré tout ça. C'est là dont il a fait sa force. Et je comprends que les gens, je ne dis pas que ces gens-là étaient des fascistes, je dis pas que ça, mais ils sont manipulés. Ils sont manipulés. Michel Peset, sans vraiment nous le dire, est-ce que vous savez pour qui vous allez voter dimanche ? Ah oui, ça c'est sûr. Je voterai contre le Front National. Le Rassemblement National, fraîchement nommé. Merci beaucoup. Oui, le Rassemblement National. Oui, Rassemblement National. Marcel Déat, très bien. National. Merci à vous pour cette analyse qui nous donne un petit peu de hauteur à quelques jours du deuxième tour des élections législatives anticipées. On espère que lundi, la France ne se transforme pas en bûcher. C'est ce qu'on espère surtout. Et que le débat sera toujours possible au sein de l'Assemblée nationale. C'est en tout cas ce qu'on retient de votre intervention. Merci à vous et à très bientôt. Merci à vous. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.